l'ambivalence, c'est aussi le langage du diplomate. Un diplomate peut dire et se dédire. Un diplomate peut vous dire oui alors qu'en réalité il dit non. Il peut dire peut-être alors que ça signifie oui. Et quand il dit non, ça peut signifier peut-être. Ça peut signifier peut-être. Le chef de l'État est resté constant dans sa rhétorique. Maintenant, il est question de se poser la question sur le rendement. Qu'est-ce que cette rhétorique, condamner le Rwanda, accuser le Rwanda, a apporté comme changement? Parce que ces langages, nous l'avons eu, nous l'avons tenu bien avant. Et tous ceux qui ont participé à ce sommet, en commençant par les présidents français, tous savent que c'est le Rwanda qui nous agresse. Pourquoi maintenir cette rhétorique? Est-elle de nature à nous conduire vers la paix aujourd'hui? Non, cette rhétorique ne nous conduit pas vers la paix. Il faudrait qu'au-delà de cette rhétorique, qu'on ajoute d'autres recettes. Et la recette, c'est comme celle que j'ai dit là. La puissance pour un État, une exportation. Il y a ce qu'on appelle la théorie de Robert Putnam. Robert Putnam, sa théorie en anglais dit « The Theory of Two-Level Game ». C'est-à-dire chaque acteur international doit être bon dans les deux paliers. Les paliers local ou domestique et les paliers extérieurs ou international. C'est-à-dire, personne ne va vous respecter à l'extérieur s'ils savent que vous avez du mal à maîtriser, à dompter, à domestiquer votre maison. Il est condamné à mort. S'il revient ici, on va l'arrêter, puisqu'il est condamné à mort. Je ne vois pas un État sérieux, vous condamnez quelqu'un à mort, il débarque, il descend à l'aéroport, ou bien il entre je ne sais par où, vous savez qu'il est à tel endroit, vous n'allez pas l'arrêter. Est-ce que tout ça, ça ne nous donne pas un cocktail d'événements? Ce qu'il faut faire en 30 secondes. Un adversaire que vous ignorez finit par s'essouffler. Un adversaire que vous cherchez à brider, à museler, à attaquer, à humilier à la longueur de la journée, vous êtes en train d'engendrer un monstre. Et le monstre ne se gère pas. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables aux familles ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h.
Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Vous êtes bien entendu sur Politicon. Bienvenue dans Ligne Rouge, votre émission qui revient et qui va largement revenir sur la conférence de Paris sur le Grand Lac à laquelle le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé en l'absence de son homologue rwandais Paul Kagame. Où les capitales occidentales sont-elles devenues les théâtres d'une simple et sincère quête de paix ou d'un impitoyable jet d'échec stratégique où Kinshasa cherche à monnayer chaque concession contre un gain politique? Au cours de cette émission, nous analyserons la stratégie diplomatique du gouvernement congolais pour obtenir un soutien important et aussi ranger la puissance occidentale de son côté. Il sera ensuite question au cours de ce numéro de cette décision qui fait l'effet d'une bombe contre certains partis politiques d'opposition. La suspension de partis politiques d'opposition continue. Après les PPRD, c'est le tour de LGD de Matata, émergence, piste pour l'émergence de cette Kikuni d'être aussi suspendu. On y reviendra avec beaucoup plus de détails. Assistons-nous à une discipline réglementaire temporaire ou à une menace contre l'avenir de la démocratie en République démocratique du Congo. Mais avant tout, je vous prie de vous préparer et d'assister à un événement, un double événement important, une activité littéraire qui sera organisée d'ici le 5 novembre au Pullman Hotel. Il sera question du vernissage de deux nouveaux ouvrages, voulais-je dire, signés par les docteurs Silas Mimile Makangu, qui est l'invité de ce nouveau numéro. Avec lui, on va aborder toutes ces questions. Une voix qui porte, une voix qui éclaire. Eh bien, pour nous, le docteur Silas Mimile Makangu est un phare qui éclaire au milieu des ténèbres. Et chaque fois que nous le recevons, c'est un plaisir parce qu'on apprend beaucoup. Et ceci est valable aussi à vous tous qui nous regardez en ce moment. Docteur Silas Mimile Makangu, soyez les bienvenus. Je rappelle que vous êtes docteur et professeur d'université, expert en leadership stratégique. C'est un réel plaisir de vous avoir ce matin. Merci Gédéon, le plaisir est partagé. Je suis toujours heureux à chaque fois que je me retrouve sur ce plateau. Question de réfléchir autour d'un certain nombre de sujets pour éclairer nos compatriotes. Je disais tantôt que les Quinois seront gâtés par un événement littéraire double le 5 novembre prochain au Pullman Hotel. C'est une date à marquer d'une pierre blanche car c'est le grand vernissage de deux nouveaux ouvrages signés par vous. Pourquoi ce choix audacieux de double lancement? Par la grâce du Tout-Puissant, nous aurons le privilège de présenter au public Quinois, mais aussi à ceux qui nous suivront en ligne, parce que nombreux sont ceux-là qui entendent cet événement. Nous allons procéder au fonds baptismaux de ces deux ouvrages, deux pépites, deux armes, parce que le livre ne doit pas seulement être considéré comme étant un ensemble de papiers contenant des informations, mais c'est aussi une arme. Un livre est une arme qui vous permet de survivre et de lutter face à un monde de ténèbres envahissant, un monde d'ignorance. Et ce mercredi 5 novembre, nous présenterons au public les livres intitulés Le chef, les fondamentaux d'un leadership stratégique. Et un deuxième livre intitulé La RDC entre l'impuissance et les dénis de puissance,
pour une politique étrangère d'intelligence. Dans le premier livre, Le Chef, qui est un livre consacré au leadership, parce que, comme le dit le général Charles de Gaulle, tout tient grâce au leadership, tout tombe faute de leadership. Il n'y a pas une meilleure ressource qu'une communauté puisse avoir si ce n'est son leadership. Un corps humain a plusieurs parties, mais la partie la plus importante, essentielle, c'est sa tête. Et nous disons que ceux-là qui sont à la tête doivent avoir une tête. On ne peut pas prétendre être à la tête d'une communauté, d'une institution, d'un groupe, d'une famille, d'un parti ou d'une entreprise si on n'a pas soi-même une tête. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir une tête, il faut aussi être une tête. Alors, dans ce livre, nous sommes en train d'expliquer les challenges traditionnels par lesquels passent la plupart des chefs, que ce soit des chefs religieux, que ce soit des chefs politiques, chefs d'entreprise. Quiconque préside aux destinées des communautés ou des institutions, ils font face à des multiples challenges, voulais-je dire. Et parmi ces challenges, c'est qu'un chef est chef parce qu'il a une vision. Un chef n'est pas chef parce qu'il occupe la première position. Un chef n'est pas chef simplement parce qu'il jouit d'un certain nombre d'avantages et humilité. Un chef, c'est celui qui se sert en dernier parce qu'il a pour vocation de servir au bien-être des autres. Un chef n'est pas celui qui détient le plus de diplômes ou encore celui qui a le cerveau le plus brillant. D'ailleurs, dans ces livres, nous disons, et généralement les chefs sont des gens intelligemment moyens. Ce ne sont pas de super savants, ce ne sont pas des gens qui intimident alors, qu'est-ce qui leur confère collaborateurs. cette position alors? Ce qui leur confère cette position, c'est leur capacité à juguler ou à coordonner les intelligences qu'ils ont autour d'eux. Ils doivent avoir assez de magnétisme pour attirer vers eux des personnes, si pas semblables à lui-même, mais il faudrait que les personnes que le chef attire soient moyennement supérieures à lui, du point de vue moral, du point de vue intellectuel, en vue de les protéger et de ne pas changer la cour du roi à une clique d'amis. Parce que c'est ce qui malheureusement tue nos pays africains. Nous avons eu en Afrique, dans plusieurs pays du monde, des chefs épris de bon sens, animés de bonne volonté, avec de bonnes intentions, mais qui tous, pour la plupart, ont été malheureusement mal entourés. Mais quand un chef est mal entouré, à qui incombe la faute? La faute revient au chef lui-même, parce que le chef ne reçoit pas les CV de ceux qui veulent travailler autour de lui, c'est lui qui va à leur recrutement. Et comment est-ce qu'un chef doit recruter ses collaborateurs? Il recrute ses collaborateurs après avoir défini ce qu'il veut atteindre comme objectif. Après avoir segmenté sa vision, après avoir défini ce qu'il attend par réussite, de manière à ce que la tâche ou la fonction doit être définie avant l'acteur qui doit assumer cette tâche. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous accordons beaucoup plus d'importance à l'individu que l'on veut recruter en lieu et place de définir c'est pourquoi il a été recruté. Parce qu'un chef dans le leadership stratégique n'est pas là pour sortir les gens du chômage. Non, ce n'est pas le rôle du chef. Le chef ne sort pas les gens du chômage, il définit les tâches à accomplir et il se rassure que les personnes à qui il confie ces tâches sont les meilleures qui puissent exister pour ces tâches ou pour cette fonction. Et notre vérité, Gédéon, nous le disons dans cet ouvrage, c'est que bon nombre de chefs ont fini par devenir l'esclave de leur propre entourage. Ils sont restés sur le trône. Ils ont gardé la couronne sur leur tête, mais en réalité, le véritable pouvoir leur avait déjà échappé. C'est la triste réalité. C'est la triste réalité où ce n'est plus le pouvoir du chef, mais le chef devient un exécutant de la volonté, de la manipulation de la part de ses propres collaborateurs, de son épouse, la reine, ou encore de ceux à qui il se confie pour avoir des orientations en termes de conseils. Et donc, le chef doit veiller à s'émanciper. Il doit rester au-dessus de la mêlée. Il ne doit pas devenir l'esclave ou la marionnette de sa propre cour, parce que ceci arrive généralement.
Nous l'avons vu avec Louis XIV. À un moment donné, Nicolas Fouquet était devenu le maître de la France, sans que Louis XIV ne le sache. Nicolas Fouquet vous disait le mardi, c'est que Louis XIV vous répétera les jeudis. Nous avons eu même dans ces pays certains conseillers qu'on a surnommés les Tout-Puissants. Ceux qu'il avait surnommé les Tout-Puissants l'ont fait parce qu'ils avaient vu quel était le degré d'influence. Et malheureusement, c'est ce qui arrive avec le pouvoir. Le pouvoir vous avilit, le pouvoir vous enivre et le pouvoir vous garde dans une illusion où vous pouvez continuer à croire. Et c'est vous qui décidez, alors qu'en réalité, c'est un groupe de conseillers qui décident de leur volonté, mais parce que vous recevez les honneurs, parce que vous êtes au devant de la scène, vous continuez à croire. C'est pour cela, les véritables stratèges, lorsqu'ils sont en face d'un régime, ils sont en face d'un pouvoir, ils ne se contentent pas de regarder celui qui est sur le trône. Ils se contentent de chercher à dénicher, à identifier quelle est la personne qui influence le roi, qui est celui qui chuchote à l'oreille du roi, qui est celui qui pousse le roi à prendre telle mesure. Vous voyez des exemples dans la Bible où c'est Akab qui est le roi, mais en réalité c'est Jézabel qui règne. Vous avez des exemples dans les jardins d'Éden. C'est parce que Ève apporte à Adam le fruit et Adam mange. Mais le serpent savait que si lui, le serpent, apportait le fruit à Adam, Adam ne mangerait jamais. Voyez-vous? Ce qui signifie que quelque part, même du point de vue de la politique, vos détracteurs, vos adversaires politiques chercheront à savoir qui tient les manettes du pouvoir. Comment doit-il faire un chef pour s'émanciper de son entourage? Il doit développer ce que j'appelle une méfiance positive. Une méfiance positive, c'est-à-dire ne même pas avoir toujours confiance en lui-même. Ne pas avoir confiance en lui-même, cela signifie, est-ce que je vais agir par émotion ou par raison? Et si déjà je ne me fais pas totalement confiance en moi-même, ce n'est pas un manque d'estime de soi, mais c'est juste une mesure de prudence. Cela suppose que je dois questionner des fois ce que mon conseiller Gédéon dit. Et pour ceux qui président aux destinées des nations ou des grandes corporations, il est donc conseillé d'avoir à côté un cabinet parallèle afin de faire une contre-expertise. Lorsque ceux qui sont autour de vous disent par exemple, nous ne voulons pas négocier, nous voulons continuer à faire la guerre, il faudrait aussi que le chef ait l'amabilité, puisqu'il a les moyens de ses ambitions, qu'il demande aussi une contre-expertise. Qu'est-ce que vous pensez? C'est là où il pourra se rendre compte que ces conseillers qui lui disent nous voulons à tout prix faire la guerre, c'est parce que la guerre est devenue pour eux une aubaine. Mais ça se recrute comment? C'est là la grande question. Parce que c'est pour ça vous le dites toujours que l'on arrive au pouvoir avec ses amis, avec ses copains. À ces moments-là, comment le chef doit-il faire concrètement pour repousser certaines offres? C'est justement pour ça qu'on est chef. On est chef aussi pour dire non. On est chef aussi pour dire non à ceux qui croient qu'ils ont qu'ils ne peuvent pas être déçus par vous. On est chef aussi pour décevoir. Un chef, c'est celui qui fait bien, mais aussi celui qui fait mal à quelqu'un. C'est celui qui fait du bien à Gédéon, mais c'est aussi celui qui s'est blessé, Gédéon. C'est la seule façon pour moi d'ailleurs de cacher mon assentiment à votre égard, mon ressentiment à votre égard, de cacher mon éloignement à votre égard, partant de ma fonction. Gédéon, je vais bien le faire, mais de par ma qualité de professeur, je ne peux pas le faire. Donc mon titre et ma qualité de prophète devient pour moi le prétexte que j'utilise pour ne pas vous donner ce que vous demandez. Si on ne sait pas le faire, alors on n'est pas digne d'être chef. Voyez-vous? Alors, lorsque on se retrouve entouré de ses amis, c'est vrai que ces amis peuvent prétendre vous avoir porté au pouvoir, vous avoir amené là où vous êtes. Mais vous avez la latitude, après un temps, après que vous ayez compris, que ceux qui sont avec moi ne sont pas à même de m'aider, ils m'ont conduit au pouvoir, mais ils ne conduiront pas la communauté ou la nation, l'entreprise au bon port. Ce que je dois faire, c'est de me départir d'eux et de recruter de nouvelles têtes. Des personnes en qui je peux avoir confiance, mais aussi des personnes détentrices,
les compétences dont j'ai besoin. Ce qui signifie qu'un chef, c'est celui qui doit refuser d'être l'esclave d'un groupe. Donc, par-dessus tout, un chef doit avoir un esprit ouvert. Il doit avoir un esprit ouvert. Il En doit même temps, savoir dénicher certaines compétences. il ne doit pas avoir honte. Il ne doit pas hésiter de décevoir ses collaborateurs. Je vous donne un exemple simple. Je vois derrière vous, il y a des figures emblématiques qui ont présidé aux destinées de notre nation. Je prends l'exemple du maréchal Mobutu. Vous savez que le maréchal Mobutu est un des chefs d'État, certes, n'a pas fait l'université, mais d'une intelligence rare, avec une capacité analytique extraordinaire. Il y a des professeurs qui ont été collaborateurs de Mobutu, mais qui étaient étonnés lorsqu'on lui faisait un rapport, lorsqu'il me apportait ses annotations, lorsqu'il faisait ses remarques, tous étaient subjugués. Quel est ce type d'intelligence? Comment est-ce que le régime de Mobutu s'est démystifié? C'est justement parce que le maréchal Mobutu, pendant une bonne période de sa mandature ou de son règne, est devenu esclave de deux groupes. Il y a un groupe de politiciens qui l'ont pris en otage. Il y a d'autre part un groupe de généraux Mwandi qui l'ont pris en otage. À telle enseigne qu'une fois, il y a eu des nominations au niveau de la Banque centrale. Certains généraux ont contesté ces nominations. Ils sont allés placer des chars de combat devant l'hôtel des monnaies pour refuser les nominations que le maréchal venait de faire parce que les listes qu'il avait introduites n'ont pas été prises en compte. Le maréchal va appeler pour dire, si vous ne faites pas partir ces militaires et ces chars que vous n'avez pas placés au niveau de la Banque centrale, je vais démissionner. C'est le grand maréchal. C'est ce que dit le maréchal Mobutu. C'est ce qu'il dit, je vais démissionner. Donc cela suppose, quand vous entendez le chef dire ça, cela est déjà un indicateur que le chef n'a plus de pouvoir face à ce groupe de généraux. Parce que ce n'est pas à lui de démissionner, c'est plutôt à lui de démettre ces généraux. Mais lorsqu'il commence à brandir la menace de sa démission, cela signifie que le chef n'est chef que de titre ou de nom, mais en réalité, il est à bout de stratégie. Il est à bout de stratégie et de pouvoir. Je donne un autre exemple. Il y a une vidéo qui a circulé pendant un temps, je crois que vous pourrez la retrouver sur YouTube, c'est sur Internet, d'une causerie morale entre le maréchal et quelques officiers. Il y a une de chaînes, je ne vais pas citer, il y a beaucoup, cette chaîne avait l'habitude de mettre des vieilles vidéos des anciens temps. Et cette vidéo, s'il vous plaît, nous sommes en 1986, lors de cette causerie morale entre le maréchal et quelques officiers. 1986. 86. En 86, on croit que le maréchal est encore fort. Mais cette vidéo nous révèle que le maréchal n'est plus l'homme fort que l'on croyait. Et dans cette vidéo, il y a un lieutenant, je crois, qui a demandé la parole. Il était très courageux. Il dit, mon maréchal, ngai na kolobanayo vérité parce que bazoko sayo. Vous vous rappelez de la vidéo? Le militaire avait réuni son courage. Voilà. Il a dit les 4 vérités au Il maréchal. a dit les 4 vérités au maréchal. Bon, c'est pas tellement le courage du militaire qui m'éblouit, mais ce qui me choque, c'est plutôt la réponse du maréchal. Écoutez ce que le maréchal dit. Ok, je vois, j'ai compris. En tout cas, rassurez-vous, cette fois-ci, même s'il faut que je puise dans les frais réservés pour ma personne, pour ma fonction, je vais le faire pour vous payer. Les militaires accusent leur supérieur, mais le maréchal, dans sa réponse, dit, il n'attaque pas les supérieurs, mais il trouve une solution palliative en puisant dans son fonctionnement pour payer, ce qui suppose que les hommes du maréchal avaient réussi à prendre le maréchal en otage. Et chacun va de son grain de sel après cette vidéo qui a retrouvé en ligne certainement. Et d'aucuns affirment que le maréchal Mobutu n'avait pas accordé suite favorable
à la demande Non, il ne pouvait pas. du militaire. Déjà dans sa réponse, il a dit que je ne pouvais pas. C'était une manière de répondre. Quand je dis que je prendrais de mon salaire pour vous payer, cela suppose Et que... en quelque sorte, ceci a précipité la fin de son règne? Évidemment, parce que il a perdu le contrôle sur l'instrument important qu'il avait. Il a amené au pouvoir l'armée. Pourquoi? Pour avoir laissé cette armée être tribalisée. En wandisant cette armée, Mobutu avait perdu son levier de pouvoir. Et lorsque l'AFDEL arrive, eh bien, en face de lui, en face d'elle, l'AFDEL ne rencontre ni l'État zaïrois, ni l'armée zaïroise. On va aller très rapidement, mais au début, vous présentez le chef comme celui qui a une vision. Le chef et les visionnaires. Oui. Et vous paraphrasez avec beaucoup de pertinence d'ailleurs le général de Gaulle. Tout tient Grâce au leadership leadership, et tout se coule faute oui. de leadership. Est-ce dire que un chef est forcément leader ou le contraire? Dans le contexte de cet ouvrage, les chefs dont je parle, c'est les leaders. Okay. Mais dans la vie courante, tout chef n'est pas leader. Parce qu'il y a des chefs qui ont été nommés, qui ont été placés à la tête d'une structure, à la tête d'un groupe. Ils ne sont pas porteurs d'une vision. Ils ne sont pas initiateurs d'une vision. Ils ne sont pas les visionnaires. Ils sont peut-être chefs en tant que manager, pas forcément en tant que leader. Mais dans le contexte de cet ouvrage, à la place du leader, je préférais dire le chef. Le chef. Et ces livres commencent avec une très belle illustration que je tire de la Bible. C'est l'illustration du roi Roboam. Le roi Roboam, c'est le fils de Salomon, le petit-fils de David. Donc quand vous regardez sa généalogie, il ne peut qu'être un bon roi. Parce qu'il héritera de son grand-père l'esprit, la mentalité combative d'un guerrier. Il héritera de son père Salomon un esprit de la sagesse et de la stratégie. Attention, David a passé tout son règne en train de combattre. Salomon a passé 40 ans à la tête du royaume d'Israël sans jamais combattre. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était plus stratège que David. Parce que lorsque on vous dit dans la Bible que Salomon a épousé plusieurs femmes, ce n'était pas pour les besoins de la libido. Ce n'était pas pour les besoins de garnir une maison avec plusieurs maîtresses ou plusieurs concubines. Les femmes de Salomon étaient généralement le moyen pour lui d'entrer en alliance avec le royaume. Parce que la plupart de ces femmes, quand vous lisez bien la Bible, la plupart de ces femmes que Salomon a épousées étaient des filles de rois. Étant donné qu'on ne peut pas faire la guerre à son gendre, Salomon évitait de passer tout son temps à faire la guerre comme l'a été son fils. Donc, il a utilisé les alliances par les mariages comme un moyen diplomatique et stratégique en vue de ne pas faire la guerre comme l'a fait son père. Alors, son fils Roboam qui arrive au pouvoir, malheureusement, est entouré de ses potes, de ses jeunes amis. Les gens qui ont travaillé avec Salomon, son père, vont le conseiller de ne pas charger le peuple avec des impôts. Mais ses amis à lui vont lui dire, n'écoute pas ces vieillards-là, n'écoute pas ces gens de la vieille école. D'ailleurs, va encore doubler la charge sur le peuple. Et ainsi, c'est durant le règne de Roboam qu'il va s'accomplir une prophétie, la prophétie qui va mener à ce que le royaume d'Israël connaisse ce schisme, connaisse cette division. Division. C'est-à-dire il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Quelles leçons retenir de cette belle illustration? Ce que l'on peut retenir, c'est que Roboam, pour avoir mal calculé l'incidence de ses actions, pour avoir mal filtré les conseils de ses amis, pour avoir négligé les conseils des conseillers de son père, a fini par prendre des décisions qui ont causé la chute ou la division d'un État. Ce qui signifie, en tant que chef, il faut évaluer les décisions que vous prenez, non pas seulement en termes dans leur immédiateté, mais aussi vous devez vous poser la question, est-ce que les décisions qui sont bonnes aujourd'hui les seront encore dans les 10, dans les 15 ans à venir? Nous donnons l'exemple de la zarianisation. Okay? Nous prenons l'exemple de l'édit de Nantes.
Okay? Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs rois dans l'histoire du monde, plusieurs leaders qui ont pris des décisions, croyant que ces décisions étaient bonnes pour elles. Je redonne un autre exemple, si vous le permettez. Lorsque le président Nelson Mandela sort de sa prison 27 ans après, il a beaucoup appris dans la prison. Il passait la majeure partie de son temps à lire. Et il a gardé de bonnes relations avec le maréchal Mobutu. Et il demandera au maréchal Mobutu de lui prodiguer un conseil. Il dit, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup lu, mais je n'ai pas été sur terrain, qu'est-ce que tu me conseillerais? Mobutu lui dira, bats-toi pour que la communauté blanche des Sud-Africains ne quitte pas l'Afrique du Sud. Et Mobutu dira à Mandela, et la leçon, ce conseil que je te donne, je m'inspire de la réalisation. Parce que Mobutu reconnaît que ça a été l'une de ses plus grosses bêtises ou erreurs. Donc c'est pour dire qu'une décision peut être consommable aujourd'hui et impropre pour les nouvelles générations. Alors en tant que leader, vous devez réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ce que je prends comme décision aujourd'hui, elle sera bonne pour demain ou seulement pour aujourd'hui? C'est alambiqué, docteur. C'est justement il faut avoir l'esprit supérieur. Oui, justement, il faut avoir l'esprit supérieur. Parfois dans la spiritualité. Pas nécessairement. Évidemment, tout est spirituel au départ. Mais il faut avoir... Voilà pourquoi je parle de leadership stratégique. Stratégos ici n'est pas seulement le fait de conduire les troupes pour faire la guerre, mais stratégos ici, c'est aussi voir viser le long terme. C'est-à-dire, lorsque l'on dit qu'il nous faudrait une intelligence stratégique, c'est une intelligence qui ne cherche pas seulement à résoudre les problèmes quotidiens, les problèmes du présent, mais aussi cette capacité à se projeter même dans l'avenir, pour voir quels sont les défis que nous pourrons rencontrer dans les 40 années à venir, revenir dans le présent et mettre en place un approvisionnement pour faire face à ces problèmes futurs. C'est justement ça de la stratégie. Très bien, merci docteur. C'est aussi cela la stratégie. Oui, voilà, c'est la stratégie. Et comme l'ouvrage arrive tout juste en librairie et que je n'ai pas eu la chance de m'y plonger, c'est avec l'excitation et la curiosité d'un futur lecteur que je souhaite donc aborder cette discussion plus prochainement. Et on nous reviendra avec beaucoup plus de détails dès que les livres ou l'ouvrage sera en librairie. Mais vous nous parlez aussi d'un nouvel ouvrage aussi, le même jour, je crois, à moins que le programme change, la RDC entre puissance et déni d'impuissance pour déni d'impuissance. Déni d'impuissance. Non, entre impuissance et déni de puissance. Entre impuissance et déni pour une politique étrangère d'intelligence. Ce livre, de quoi est-il question? Ce livre, celui-ci se présente comme un remède, une thérapie à cette maladie qui nous gangrène depuis notre accession à l'indépendance. L'absence d'une politique étrangère clairement définie. Le fait d'avoir défini le rôle que nous voulons jouer dans l'échiquier international. Nous n'avons jamais défini cette politique. Nous n'avons jamais défini. Parce qu'à peine que nous sortons de l'indépendance, nous avons connu beaucoup de problèmes. 5 jours après, il y a eu mutinerie avec le Fox Public. Il y a eu le 11 juillet, il y a eu la sécession katangaise. Le 8 août, il y a la sécession du Kasaï avec Albert Kalonji. Et c'est parti dans tous les sens. Et premier coup d'État du maréchal Mobutu pour apporter une accalmie sous l'égide de la CIA. Nous avons le premier contingent de faux casques bleus qui arrive pour la première fois ici au Congo belge, au Congo décolonisé, au Congo indépendant. Et lorsque le maréchal Mobutu arrive au pouvoir, il faut savoir dans quel contexte le maréchal Mobutu arrive au pouvoir. Il n'arrive pas au pouvoir avec un agenda propre à lui. Il arrive au pouvoir avec un agenda de l'Occident. Agenda qui consistait justement à faire de Mobutu un gendarme, une sorte de digue, un paravent. L'inspection générale de finances poursuit sans désemparer son rôle des gendarmes de finances publiques en RDC. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP, a conduit ses sociétaires au siège de l'IGF pour une réunion d'échange convoquée par le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassi-Mouabaï.
La rencontre était axée d'abord sur l'annonce d'une autre vague des missions d'encadrement, l'établissement de périmètres opérationnels ainsi que des objectifs de ces missions. L'inspecteur général de finances, le chef de service Christophe Bitassimois, a résumé l'essentiel de la rencontre en termes d'une évaluation triennale des résultats et des projections d'ici la fin de l'année 2025. Sur le plan méthodologique, le contenu de cette mission, la particularité c'est que au-delà de ce qui se faisait toujours, l'encadrement des dépenses et des recettes, nous allons faire l'état des lieux de ces entreprises en reculant sur 3 ans, de manière à ce que nous ayons une idée précise sur la santé de toutes ces entités publiques, de manière à ce que nous puissions savoir si, en définitive, le travail de l'Inspection générale des finances a produit des effets positifs ou pas, après 3 ans d'encadrement au sein de ces entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail de l'inspecteur des finances en mission dans les entreprises. Pour les mandataires publics, ce cadre d'échange leur permet de soulever les préoccupations rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions en rapport avec le travail des inspecteurs de finances en mission dans leurs entreprises. Pour rappel, il s'est tenu en date du 20 août dernier une rencontre avec les mandataires qui a permis à l'IGF d'étoffer un mémorandum qui a été déposé auprès de Madame la Première ministre Judith Souminois concernant les avantages des mandataires publics au vu des déficits sur les mesures d'application constatées sur les terrains. Kanyamaka cessé. Là où hier ne résonnait que le silence de la brousse et le cri des herbes hautes, s'élève aujourd'hui Mandala City, une cité moderne qui sort des terres à main nue, à sueur d'hommes et à volonté politique affirmée. Un projet audacieux, structuré, ambitieux. Il prévoit des villas bien équipées, une salle de conférences, une piscine, un terrain de tennis, une salle de sport et même un bureau présidentiel y est en chantier. Son bureau est grand. Ce sera le bureau du président. Bureau de travail. En tant que campagnard, quand il vit en campagne, même s'il est en campagne, n'oubliez pas que c'est le commandant suprême. Hein? Ah, oui. Ça, c'est la salle du conseil. Ah, le conseil des ministres. Toutes sortes de réunions. Ce sera vaste. Très vaste. Et ça sera très beau, je vous jure. Ça sera très beau. Parce que demain, KCC ne sera pas qu'un centre agricole. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik veut ériger ici un cœur décisionnel de l'État. Exigeant sur chaque détail, le commandant SL ne veut rien laisser au hasard. Il passe, repasse, observe et corrige. Kanyamaka se devient de plus en plus attrayant. Nous avons de plus en plus de visiteurs de marque. Commençant par le président de la République, commandant suprême. Nous nous anticipons déjà, nous disons, si jamais il arrivait ici, il dit, bon, voilà, je vais tenir une réunion. On tient la réunion où? Dans une tente? Non. Ou dans nos vieux bâtiments? Non. On lui crée quand même les conditions. C'est lui, le commandant suprême du service national. Il peut venir ici à tout moment. Il improvise une réunion, on veut quand même créer les bonnes conditions de travail du commandant suprême et des autres autorités. C'est 72 chambres. 72 chambres, piscine, terrain de tennis, terrain de basket. On va faire quand même une petite cité, salle de musculation, salle de sport. Quand ils viennent, ils peuvent se remettre en forme. C'est en plein champ ici. En pleine brousse. En pleine brousse, oui. Pas de relâche, vite mais bien fait. À quelques pas, un hôpital ultramoderne est sorti des terres. Les équipements sont là, livrés et bientôt installés. 2 ambulances flambant neuves et une promesse des soins de qualité pour les bâtisseurs, leurs dépendants, ainsi que les riverains. Mais comme vous voyez cet hôpital, tous les équipements sont déjà commandés, sont en machine. Y compris l'ambulance qu'on a vue. Il n'y a qu'une seule ambulance, il y a une deuxième ambulance qui vient. Mais il n'y a pas que ça. Les lits, les matelas, la pharmacie, tout ce qui est pour un hôpital, tout est déjà commandé, tout est déjà disponible. Mais KCC, ce n'est pas que béton et tuiles. C'est aussi un souffle agricole et un espoir nourricier.
En 2019, 4 vaches seulement, et aujourd'hui, plus de 6000 têtes. Un cheptel né du néant, porté par une vision, celle du président Félix Tshisekedi, refonder la nation à partir du travail, de la terre et de la discipline républicaine. Moi, lorsque j'arrive au service national avec 4 bêtes, c'est 2023 qu'on a commencé avec le premier, avec 100 bêtes. 100 bêtes ou 110 bêtes. 110. Maintenant, là, on est à 6000 et quelques, parce qu'il y a des acquisitions aussi. C'est pas qu'ils se sont reproduits, il y a des acquisitions. On est à plus de 6000. Et l'année prochaine, à la même période, on sera au-delà de 10 000. Avec sa piste d'atterrissage opérationnel, son aérogare moderne, ses infrastructures solides, Kanyama KCC a cessé d'être un simple champ retranché au beau milieu des riens. Parce qu'ici, chaque brique posée redéfinit l'avenir, chaque vache élevée restaure notre souveraineté, et chaque rêve construit sur cette terre efface un abandon. Pour empêcher l'avancée du communisme ou du socialisme au niveau de l'Afrique, on lui donne tous les moyens nécessaires, on lui donne les renseignements nécessaires, on fait de lui les gendarmes, on lui donne les moyens de pouvoir réguler la situation au niveau de la région, non pas parce que lui il a un agenda, mais c'est parce que c'est l'agenda de la communauté internationale, en l'occurrence le bloc capitaliste. Et lorsque, dans un contexte de la guerre froide, où Mobutu était l'homme à tout faire au niveau de l'Afrique, où il ne se passait pas un changement à la tête des États sans que Mobutu ne soit impliqué ou qu'il soit néanmoins informé, il était tellement puissant qu'il a suscité de l'admiration, même auprès de ses homologues chefs d'État africains. Voyez-vous? Et du point de vue interne, nous avions déifié Mobutu. Mais puisqu'il y a eu une dynamique sur le plan international, puisqu'il y a eu démantèlement du bloc soviétique, puisque la guerre froide venait de prendre fin, puisqu'il y avait chute du mur de Berlin, l'homme fort d'hier n'était plus qu'un simple paria. Donc, là, Mobutu dira d'ailleurs qu'on m'a poignardé dans le dos. C'est-à-dire qu'il croit être payé en monnaie des singes. Pourquoi? Parce que la politique étrangère que les Zaïre a menée à l'époque était une politique étrangère de procuration dictée par les Occidentaux. Et lorsque Mouzé arrive au pouvoir, il n'a pas une politique étrangère. Parce que Mouzé n'amène pas le Rwandais. Ce sont les Rwandais qui amènent Mouzé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque l'intention d'attaquer les Zaïre est en train d'être élaborée, lorsqu'ils sont en train d'élaborer les plans, de violer les Zaïre et de faire tomber le maréchal Mobutu, Mouzé ne fait pas partie du complot. Mais puisqu'il fallait légitimer leur démarche et avoir à la tête un national, un fils du pays, c'est alors qu'on a recouru à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Avant même de recourir à Mouzé Laurent Désiré Kabila, on aurait contacté certains acteurs politiques congolais qui ont refusé, pour rester fidèles à leur doctrine politique. Mouzé a accepté. Ce qui fait que les Rwandais et autres, ces coalitions rwando-ougando-burundaises avaient un avantage parce qu'ayant corroboré, ayant élaboré leur plan, ils savaient par où ils commencent et par où ils allaient finir. La finalité pour eux n'était pas simplement de faire partir le maréchal Mobutu, mais de se rassurer que leur plan devait être pérennisé en vassalisant ou en contrôlant le Congo. Quand Mouzé arrive par un sursaut patriotique, il décide de s'émanciper. Mais cette émancipation ne peut pas être totale parce que dans l'entretemps, ils avaient étudié la nation. Quand je dis ils avaient étudié la nation, c'est-à-dire ils ont étudié le comportement du Congolais, ils savent comment le Congolais opère. Donc Mouzé va maintenant se lancer dans une démarche diplomatique qui tend à amener les autres États africains à se coaliser avec lui pour tenir face à cette coalition. C'est ainsi qu'on aura la toute première guerre mondiale africaine, une continentalisation d'un conflit en République démocratique du Congo. Donc, on ne sait pas avoir à ces stades-là la définition d'une politique
étrangère propre. Mhm. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Mouzé sera obligé d'aller même rendre visite à certains États autrefois que nous avons déclarés, qui autrefois étaient déclarés non fréquentables. Il a la Corée du Sud, la Chine à l'époque, le Cuba, ainsi de suite. Alors que nous étions déjà dans une autre phase de la vie politique internationale parce qu'il n'existait plus il n'existait plus de il n'y avait plus existence de ces deux blocs, socialistes d'une part et capitalistes d'autre part. Malheureusement, ce grand homme, Mouzé Laurent Désiré Kabila, ce digne fils du pays, va être tué. Il va être tué. Son fils arrive au pouvoir. Lorsqu'il arrive au pouvoir, la mission qu'il s'assigne, c'est laquelle? C'est la réunification. Et même quand il réussit à réunifier les pays, à organiser première, deuxième échéance électorale, aujourd'hui, personne ne peut dire quelle est notre doctrine du point de vue de la diplomatie. Qui sont nos partenaires? Donc pendant toutes ces années, nous sommes dans une diplomatie de la conjoncture. De la conjoncture, sans contenu, une diplomatie. Nous sommes dans une diplomatie de la conjoncture, une diplomatie de la défense. Parce que nous sommes un État qui est en train de subir. Nous subissons les événements. Et ces événements n'arrivent pas parce que nous décidons. Ces événements arrivent parce qu'il existe des agendas d'autres États à des niveaux différents. Il n'y a pas que les pays voisins. Parce que les pays voisins arrivent, pour certains, au deuxième ou troisième palier. Voyez-vous, il y a des instigateurs. Il y a l'agenda de superpuissance qui pensent que le Congo est une propriété qui leur revient. Parce que n'oubliez pas, nous l'avons toujours dit sur ce plateau, que lorsque le Congo est pensé en tant qu'espace à la conférence de Berlin, c'est en tant que condominium, c'est-à-dire un bien qui appartient à tout le monde. D'où il faut assurer la liberté de navigation et de circulation dans cet espace, dans ce bassin du Congo. Donc le Congo est pensé comme un bien sans maître, mais un bien qui appartenait à tout le monde. À tout le monde, pas aux Congolais, mais aux grandes puissances. Voyez-vous? Et on donne la gestion de cet espace au roi Léopold II. Malheureusement aussi, lorsque le Congolais prennent le pouvoir après notre accession à la souveraineté nationale et internationale, nous n'avons jamais réussi à sortir de ces paradigmes-là. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a crise en interne, nous sommes prompts à courir vers les autres quand nous regardons en face pour dire cette fois-ci nous allons tenter de résoudre le problème par nous-mêmes. Et la communauté internationale pense que c'est de sa responsabilité de gérer les crises en République démocratique du Congo, non pas en tenant compte des véritables réalités sociopolitiques, anthropologiques, économiques et même sécuritaires quant à la nation congolaise, à l'État congolais, mais plutôt selon leur agenda. D'où la plupart des solutions que la communauté internationale nous propose ne sont que des accalmies, non pas de véritables guérissons. Et pour ça, nous disons, nous devons sortir de cette impuissance qui nous caractérise aujourd'hui et arrêter de nier la puissance qui est pour nous une vocation. Voilà pourquoi nous parlons du déni de la puissance. Parce que pour nous, la puissance, la République démocratique du Congo, la puissance est une vocation au regard des ressources que nous disposons, au regard de la situation géographique et même géostratégique que nous occupons, au regard de notre histoire, au regard de différentes mutations, tant dans la région qu'au niveau du continent africain, nous avons l'obligation d'être un État puissant, un État stratège. Mais la difficulté, cher Gédéon, c'est que nous ne manifestons pas cette volonté de la puissance. Pourquoi? Parce que la puissance n'est pas un événement, la puissance est un chantier. La puissance est un projet. La puissance ne vient pas par des prières ou par des réunions, moins encore par des discours. La puissance nous exigera de l'abnégation. Et nous ne sommes pas prêts à payer ces prix parce que nous sommes réputés un peuple complaisant. Nous sommes réputés comme étant un peuple fanatique.
Nous sommes réputés comme étant un peuple militant et moins patriotique. Nous sommes réputés comme étant un peuple qui aime gratter la surface et ne jamais descendre dans les profondeurs. Raison pour laquelle vous allez par exemple constater qu'aujourd'hui notre diplomatie, notre politique, que ce soit en interne ou à l'extérieur, du point de vue intérieur ou extérieur, vous allez constater que bon nombre des ressources que nous disposons, notre discours, nos actions, se font en fonction du Rwanda et du M23. Mais nous ne voulons pas reconnaître une vérité, c'est que, à part le M23, il y a plus de 214 ou 215 autres groupes armés. Qu'est-ce que cela signifie? La capitulation du M23 ne va pas ramener la paix. La capitulation du M23 pourrait libérer Goma, Bukavu, Rutshuru, Bunagana, ainsi que toutes les autres localités. Mais la situation va continuer. Mais la situation va continuer aussi longtemps que les ADF, et le Codeco, que les Raëla Mutomboki, les Mombondo, ils sont tellement nombreux, les Maïmaï et consorts. Les ADF, EDF, il y a même des groupes armés qui se disent des groupes d'autodéfense. Pourquoi ils se disent des groupes d'autodéfense? Parce qu'ils ont constaté dans certains coins de la République une absence totale de l'autorité de l'État. Et ils décident de pouvoir sécuriser leur communauté. Il faut aussi citer le Wazalendo parmi ces groupes armés. L'autodéfense. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la capitulation ou encore le fait de signer un accord avec le M23 va résoudre une bonne partie du problème, mais ne va pas mettre fin au problème. Parce que le M23 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et le Rwanda aussi, de son côté, n'est que l'arbre qui cache la forêt. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de prendre du recul, sans complaisance, sans émotion, sans militantisme, sans politisme, loin du populisme, loin de tout regard populocratique. C'est-à-dire regarder les choses dans leur réalité, en toute objectivité et avec un regard stratégique, pour dire quelle est la démarche qui nous aiderait. Quelle est la doctrine sécuritaire du point de vue de la défense que nous allons adopter pour qu'il n'y ait pas un prochain Rwanda demain? Pourquoi je parle d'un prochain Rwanda? Parce que 34 ans aujourd'hui, 31 ans aujourd'hui, que nous sommes en train de subir ces atrocités, les affres d'un conflit qui a été exporté d'un pays vers un autre. Parce que n'oubliez pas, au départ, ils poursuivent les Interamwe, ils poursuivent les ex-phares. Ce qui signifie que si nous avons 9 voisins, il y a possibilité qu'on nous importe, on nous exporte, ou qu'on nous importe aussi 9 autres conflits. D'où la stratégie à mettre en place ne doit pas seulement consister à guérir les mal dans la partie orientale avec le Rwanda, mais aussi de se rassurer que demain la République centrafricaine, l'Ouganda, Tanzanie, Burundi, le Soudan du Sud, le Congo-Brazza, l'Angola, la Zambie, ne vont pas aussi et à leur tour exporter leurs problèmes chez nous. D'où nous disons, pour un État qui a 9 voisins avec des régimes aussi instables, vous avez vu ce qui se passe en Tanzanie? Ça fait peur. Ok? La Zambie, c'est de l'instabilité. Personne ne peut prédire la stabilité au Congo-Brazza. Qu'adviendra-t-il au Congo-Brazza après le président Denis Sassou Nguesso? D'où, stratégiquement parlant, pour un État qui tient à sa survie, nous devons faire comme le Rwanda, avoir des mesures de défense. Pas seulement comme le Rwanda, nous devons faire comme un État, au-delà même de nos frontières, sérieux. C'est-à-dire, pour la République démocratique du Congo, la paix doit être une exception. La règle, c'est la guerre. Cela ne signifie pas qu'on va faire la guerre à tout moment. Cela ne fait pas de nous doit être en guerre. En position de faire la guerre. Il faudrait nous rassurer que les dispositifs de la défense, de la sûreté et de la sécurité sont au point pour faire la guerre ou réagir à toutes sortes d'attaques ou de menaces à la minute près, afin de dissuader l'ennemi à l'extérieur, mais aussi l'ennemi
à l'intérieur. Et pour cela, il faut bannir ces paradigmes avec lesquels nous fonctionnons. Ces paradigmes nous insécurisent. Ces paradigmes ne nous font pas respecter. Nous voulons être un pays pacifiste. Ce pacifisme religieux que nous voulons brandir comme doctrine ne nous met pas à l'abri des convoitises des autres États. Nous avons ce dont les autres ont besoin. Notre espace, c'est ce qui manque aux autres. Nos ressources, c'est ce qui peut assurer le développement des autres États. Nous avons ce dont les autres ont besoin pour prétendre exister demain. Donc, nous n'allons pas nous donner le luxe de recourir à une moralisation de la vie internationale qui elle-même est une vie de l'anarchie. La structure internationale est anarchique. Donc, c'est la loi du plus fort qui gouverne et non pas la loi du plus bon. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de comprendre qu'investir dans notre armée, investir dans notre communauté de renseignement, investir dans notre police, investir dans le chef de la jeunesse congolaise, jusqu'à faire de l'école congolaise une antichambre de la caserne, serait pour nous un moyen de nous garantir que dans les 10 prochaines années, nous ne serons plus sujets à tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Silas Mimile Makangu. Donc, les deux ouvrages sont complémentaires. La RDC entre impuissance et déni des puissances pour une politique étrangère d'intelligence. Sans politique étrangère bien définie, on n'aura pas une diplomatie efficace et efficiente. Et donc, c'est important. Et pour tous ceux-là qui voudraient bien être en contact ou se procurer deux nouvelles pépites, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour s'en procurer? Eh bien, écoutez, pour ceux qui veulent bien, je crois qu'ils pourraient appeler à votre numéro pour se faire une réservation pour la messe qui aura lieu, la messe littéraire qui aura lieu ce 5 novembre, ou encore dès le lendemain, déjà les 6, les livres seront disponibles dans tous les points de vente ici à Kinshasa, différentes librairies, dans le hall de certains grands hôtels ici à Kinshasa, là où généralement nous exposons déjà nos ouvrages. Et les livres reviennent à combien? Ben, les prix, ils les sauront. Ils les sauront, oui, ils les sauront. Alors, pour tous ceux qui voudraient aussi mettre la main à la pâte, le docteur a fait un travail de titan qui mérite d'être soutenu. Eh bien, vous pouvez le contacter ou nous contacter par notre numéro et nous serons dans le droit de vous le mettre en contact pour d'amples échanges. Ça serait un réel plaisir d'être soutenu sans être musicien, sans être homme de théâtre. Ce serait une première. On doit en tout cas, ça serait révolutionner les choses. Ouais. On soutient les sportifs, les artistes, mais il faut soutenir aussi ceux-là qui écrivent et des ouvrages, non pas le moindre, parce que quand vous me parlez de la RDC entre impuissance et déni de puissance, ceci n'est pas qu'un livre, mais c'est une feuille de route pour le retour de la RDC sur l'échiquier international. Et ça, c'est important. Allez, nous allons parler de la conférence de Paris sur le Grand Lac, à laquelle le chef de l'État participe en l'absence de son homologue rwandais Paul Kagame. Beaucoup de choses ont été dites avec le Dr Silas. On va y revenir en abordant ce qui n'a pas été dit ou le coulisses de cette conférence à laquelle la RDC prend part. Question directe, Dr Silas, était-il important, nécessaire que la RDC participe à cette conférence de Paris sur le Grand Lac? Est-il important pour la RDC de participer? Je dirais oui, parce que elle est un des acteurs majeurs de cette région de Grand Lac. Pas seulement acteur, mais aujourd'hui aussi un sujet de ces conflits qui sévit depuis plusieurs décennies dans les Grands Lacs. C'est elle la victime. C'est elle qui paye les pots cassés. C'est elle qui subit les dommages collatéraux. C'est son territoire qui est d'ailleurs le théâtre de combat. Donc, on ne peut pas se permettre d'être absent là où on parle de Grands Lacs. Parce que les Grands Lacs aujourd'hui, c'est les premiers paliers
à reconquérir pour devenir un État puissant. Il faut partir, nous imposer au niveau du Grand Lac, nous imposer au niveau du continent africain et prétendre à avoir droit au chapitre sur le plan mondial. Parce que les moyens naturels, humains, nous les disposons. La seule chose qui nous manque, c'est l'intelligence stratégique dont je parlais tantôt. Mais la question qu'il faille se poser est celle-ci. Est-ce que ce sommet de Paris ira de plus? Quelle incidence ce sommet aura-t-il? Je voudrais bien y arriver, surtout lorsque nous savons que les pays hôtes sont en même temps ceux qui orchestrent et tirent profit de cette situation volatile dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que les capitales occidentales, enfin, seraient-elles devenues les théâtres d'une quête de paix sincère et sérieuse ou un jeu d'échecs stratégique où Kinshasa attend bien tirer profit et voir comment on peut rallier ces puissances de l'autre côté? Mon cher ami Gédéon, les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêts. Les États doivent apprendre à parler, même quand ils sont en animosité. Durant la guerre froide, plus d'une fois, Washington a échangé avec Moscou. Plus d'une fois. Aujourd'hui, le président Donald Trump, bien qu'en guerre commerciale avec la Chine, se permet quand même de rencontrer Xi Jinping à Séoul. Est-ce que le cas est le même avec non, j'en viens. C'est pour dire. Je dis simplement qu'on ne va pas éviter d'y aller simplement parce que c'est la France. La France a le droit de convoquer ces sommets de Paris. Et puis n'oublions pas que ce n'est pas le premier sommet que la France. La même France a organisé un sommet de paix pour Gaza, a organisé un sommet de paix pour l'Ukraine. Donc c'est dans sa tradition. Mais on y va avec quelle garantie, il faudrait maintenant se poser un certain nombre de questions sur la sincérité de la France. De peur que la France soit le seul État gagnant à l'issue de ce sommet, parce que le président Emmanuel Macron va se requinquer du point de vue diplomatique, qui, du point de vue de sa politique intérieure en France, est en train de connaître l'amenuisement de sa popularité. Même sur le continent. Il risque d'être le président moins populaire même que François Hollande de la Ve République. D'où pour le président Emmanuel Macron, organiser un tel événement en cette période ici, c'est pour s'affirmer sur le plan diplomatique que je continue à exister et la France continue à être un des grands acteurs de la vie internationale. Mais il faut se poser la question. Croyons-nous vraiment que le président Paul Kagame était prêt à aller assister à un sommet pour se rencontrer avec le chef de l'État congolais? Je ne pense pas. Parce qu'après la Belgique, la toute dernière rencontre à laquelle le président au Global Network, la réaction de ses collaborateurs, son ministre des Affaires étrangères ainsi et les autres, ont prouvé que le Rwanda n'était pas prêt à s'asseoir avec nous pour se regarder droit dans les yeux et échanger. Mais ce qui m'inquiète plutôt, c'est comment justifier l'absence du président Museveni, comment justifier l'absence du président Ndayishimiye, qui semble être partenaire avec la République démocratique du Congo. Troisième question qu'il faut se poser, est-ce que la France a suffisamment de moyens pour imposer quoi que ce soit à Kigali? Non. Parce que Kigali avait mené une sorte d'envoûtement diplomatique où il a culpabilisé la France, faisant de lui complice du génocide que le Rwanda a connu. Et la France s'est vue obligée de revenir presque à genoux auprès de Kigali, chaque question de s'amender, de se faire accepter. Voilà pourquoi la France dit oui quand Kigali dit oui. La France se réserve
quand Kigali dit non. Pourquoi? Parce que la France, pour se faire pardonner par Kigali, est allée jusqu'à sous-traiter les services de Kigali, par exemple au niveau de la République centrafricaine, et même au niveau de la Mozambique, où ce sont des troupes rwandaises qui assurent la sécurité de certaines entreprises françaises. Pour dire que ce sont deux partenaires. Alors la question est celle-ci. Jusqu'à quand allons-nous continuer à croire que Kigali va retirer ses troupes parce que nous l'avons acquisé auprès d'un État avec qui il est déjà en partenariat? Le problème n'est pas la France. La France a la liberté d'être en partenariat avec qui il veut. Kigali a la liberté d'être en partenariat avec qui il veut. C'est à nous maintenant d'orienter notre démarche diplomatique. Là, on considère donc la RDC comme le dedans de la farce. Et... Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas... Pouvons-nous en tirer gain de cause sur le long terme? En tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Kigali, plus d'une fois, écoutez, nous avions eu la résolution du Conseil de sécurité. Quelle est cette réunion de puissance aussi importante que le Conseil de sécurité? La résolution 2773. Ça n'existait pas. Il n'y a pas une rencontre aussi puissante que le Conseil de sécurité. Quand le membre permanent et non permanent du Conseil de sécurité ont pris cette résolution, nous avons festoyé. Nous avons jubilé. Mais pourquoi il n'est pas mis en œuvre? Est-ce dire que ce n'était pas un coup de bluff? Non, ce n'était pas un coup de bluff. Là encore, nous avons commis une grosse erreur tactique. C'est en acceptant d'aller à Washington qui a sucé, qui a dilué la substance même de cette résolution qui était contraignante, qui a reconnu le Rwanda comme étant l'État agresseur. Mais quand on arrive à Washington... Est-ce que la résolution a reconnu le Rwanda comme agresseur ou la résolution ne s'est limitée qu'à condamner l'acte d'agression, l'acte mené par le Rwanda, que pose le Rwanda? Mené par le Rwanda, c'est ça, il est agresseur. Mais quand on parle du soutien, quand on va... dont bénéficie avec ces troupes sur le sol congolais. Ce qui signifie la résolution en termes de gains que nous avons obtenus par différentes démarches diplomatiques que nous avons amenées. La résolution 2773 était quand même une grosse moisson. Malheureusement, en allant à Washington, nous l'avons dilué. Parce que là, le statut du Rwanda a changé. Le Rwanda n'était plus celui qui soutient, n'était plus celui qui agresse, mais était plutôt celui qui cherche à se défendre d'une menace qui se poserait au niveau de la République démocratique du Congo, sous prétexte que nous collaborons avec les FDLR. Voyez-vous? Donc, nous partons de Washington, alors que nous sommes en train de signer à Doha, sur terrain, il y a presque un statu quo. Nous continuons à nous battre. La République démocratique du Congo, nous nous battons contre ces groupes armés terroristes du M23, ainsi supplétifs du Rwanda. Nous continuons à nous battre, ce qui amène certains observateurs et certains analystes à se poser la question, est-ce que la diplomatie est la bonne démarche? Non. Mais est-ce que nous avons les moyens militaires aujourd'hui pour en découdre avec le Rwanda, lui imposer? Non. Qu'est-ce que l'on fait? D'où on doit repenser notre diplomatie. Parce que on aura plus de chances à gagner du point de vue diplomatique aujourd'hui, tout en nous préparant une sorte de talk and fight, mais qui se rapproche là où on est en train de se battre, et le Rwanda voie, et que la communauté nationale aussi voie. Et nous ne sommes pas seulement en train de nous battre, mais nous sommes aussi en train d'amener de l'eau dans le moulin militaire qui constitue notre armée. Pour que le Rwanda qui va signer un quelconque accord pour accepter de retirer ses troupes sur le sol congolais, les fasse de peur que la machine qui est en train d'être mise en place n'aille pas les broyer. Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, ne faisant pas que face au Rwanda, mais aussi cette machine que nous sommes en train de mettre en place, ces réformes que nous devons très vite amorcer.
au niveau de notre appareil militaire, devrait aussi être une dissuasion pour les autres États, mais aussi un moyen pour l'État congolais de récupérer tous les territoires et toutes les localités occupées, mais aussi par les autres groupes armés. Ce n'est pas un travail de longue haleine, docteur. Ce n'est pas un travail de longue haleine. Les moyens, 10 ans, pourtant, on veut des solutions maintenant. C'est là où je parle du déni de la puissance. Vous savez qu'avec la loi de la programmation militaire, en 2 ans, il paraît que l'on a sorti plus de 3 milliards 800 millions de dollars. C'était suffisant pour l'armée. C'était pas suffisant. C'était pour un pas. C'était un grand pas. Mais le comble, quel est le résultat? Où est-ce qu'on en est? Dans la démarche du retour de la paix en République démocratique du Congo, il y a un autre ennemi qui opère en interne. Et c'est cet ennemi qui donne la chance à l'ennemi externe de continuer à nous vassaliser. Qui est cet ennemi, docteur? C'est la corruption et l'impunité. La corruption. Il faut lutter contre ce fléau. Mais on ne peut pas tenir. Nous mettent à genoux. On ne peut pas tenir avec la corruption. Quand il y a de la corruption dans l'armée, quand il y a de la corruption dans la communauté de renseignement, quand il y a des détournements, vous n'êtes pas en sécurité. Parce que parmi toutes les menaces auxquelles on peut faire face, la menace la plus sérieuse, c'est celle qui est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. La corruption devient pour nous comme un cheval de Troie. C'est-à-dire l'ennemi qui nous attaque et qui nous ronge de l'intérieur. Alors que nous sommes en train de fuir les crépitements des balles de part et d'autre, la corruption devient pour nous le virus ou le cancer qui nous ronge de l'intérieur. C'est-à-dire on peut échapper aux balles de l'ennemi, mais on ne peut pas échapper à ce cancer qui aujourd'hui est en train de se métastaser. Il faut faire d'une pierre deux coups. Voilà pourquoi l'État congolais ne deviendra pas un État puissant si la justice ne devient pas le pilier ou le fondement sur lequel on veut reconstruire cet État stratège et avoir demain un État de droit. Merci beaucoup, docteur Silas. Et que révèle alors le propos du chef de l'État congolais présent à cette conférence de Paris sur le Grand Lac? Le chef de l'État a condamné le Rwanda et exigé le retrait de ce troupe du territoire congolais, alors qu'il y a quelques semaines, à Bruxelles, au forum Global Gateway, il avait tendu la main à son homologue rwandais Paul Kagame pour, dit-il, faire la paix des braves. Où nous en sommes? Pourquoi on a tendance d'avoir on a tendance à assister à l'ambivalence, à un langage double. Qu'est-ce qui explique cela en 1 minute? En 1 minute, l'ambivalence, c'est aussi le langage du diplomate. Un diplomate peut dire et se dédire. Un diplomate peut vous dire oui alors qu'en réalité il dit non. Il peut dire peut-être alors que ça signifie oui. Et quand il dit non, ça peut signifier peut-être. Ça peut signifier peut-être. Le chef de l'État est resté constant dans sa rhétorique. Maintenant, il est question de se poser la question sur le rendement. Qu'est-ce que cette rhétorique, condamner le Rwanda, accuser le Rwanda, a apporté comme changement? Parce que ces langages, nous l'avons eu, nous l'avons tenu bien avant. Et tous ceux qui ont participé à ce sommet, en commençant par les présidents français, tous savent que c'est le Rwanda qui nous agresse. Pourquoi maintenir cette rhétorique? Est-elle de nature à nous conduire vers la paix aujourd'hui? Non, cette rhétorique ne nous conduit pas vers la paix. Il faudrait qu'au-delà de cette rhétorique, qu'on ajoute d'autres recettes. Et la recette, c'est comme celle que j'ai dit là. La puissance pour un État est une exportation. Il y a ce qu'on appelle la théorie de Robert Putnam. Robert Putnam, sa théorie en anglais dit « The theory of two-level game ». C'est-à-dire chaque acteur international doit être bon dans les 2 paliers. Les paliers local ou domestique et les paliers extérieurs ou international. C'est-à-dire, personne ne va vous respecter à l'extérieur s'ils savent que vous avez du mal à maîtriser
à dompter, à domestiquer votre maison. Vous comprenez? Personne ne va nous respecter. Parce que tous ces États-là, ils savent. En plus, on parle de l'aide humanitaire pour les Grands Lacs à la hauteur de 1,5 milliard de dollars. À combien on va remettre à la République démocratique du Congo? Parce qu'on n'a pas dit à la RDC. On parle de Grands Lacs. Ne voyez-vous pas que c'est encore une moquerie? Ces États-là, qui ont d'ailleurs séché la réunion, sommet, l'Ouganda, le Rwanda. Qu'est-ce que ça révèle à vos yeux, cette absence de ces États-là, qui pourtant font partie bien de la région des Grands Lacs? Ils ne veulent pas, ils ne croient pas à ces démarches, mais ils ne veulent pas aussi apporter de l'eau dans le jardin d'Emmanuel Macron. C'est ce que laisse dire leur absence. Oui, aussi parce qu'ils ne veulent pas la paix. Parce qu'ils savent aussi ce que nous allons déjà dire. On va dire c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Donc ils nous attendent sur un autre terrain. Lesquels? Et la confrontation. Et en tant qu'hommes, n'ayons pas peur. Il faut y aller. Mais pour y aller, nous devons avoir les garanties qu'en y allant, nous allons gagner. Par exemple, quand le président Emmanuel Macron dit il faut que ça change, ainsi de suite. Mais il n'y a rien de nouveau. Ce que le président Emmanuel Macron l'a dit, il a dit à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a dit quand il est venu ici à Kinshasa. Et quand il est dit, mais seulement là-bas, il n'a pas dit. Là, il avait à nous traiter, à nous présenter. À nos responsabilités. Vous nous avez responsabilisés ici. Est-ce que quand il est dit aujourd'hui, est-il sincère ou c'est juste une façon de... N'exigez pas, retour en honneur de cet État avec certains États africains. Arrêtez d'exiger aux États d'être sincères. Arrêtez de moraliser le monde, les relations internationales. Ce ne sont pas des garçons de cœur. Arrêtez de dire s'il a été sincère ou pas. C'est à vous de donner cette réponse. S'il est sincère, on fait ceci. Au cas où il n'est pas sincère, voilà comment nous nous protégeons. C'est comme ça qu'on se comporte. Ce ne sont pas des anges. Macron n'est pas le pasteur Emmanuel Macron. Je ne connais pas le pasteur Emmanuel Macron qui puisse exister. Donald Trump n'est pas le bishop Donald Trump. C'est-à-dire, il fonctionne sur base des intérêts de leur État d'abord. Ce que Macron fait, c'est d'abord pour le bénéfice de la France. Pas pour le Congo, pas pour les Grands Lacs. Il veut aussi s'affirmer comme étant un acteur incontournable, surtout en Afrique. N'oubliez pas que c'est durant le règne d'Emmanuel Macron que la francophonie ou encore la relation France-Afrique a perdu bon nombre de ses partenaires, les pays du Sahel. Donc pour Macron, réussir cet exploit, c'est pour lui. Rentrer dans l'histoire. C'est pour lui, ce n'est pas pour nous. Maintenant, nous devons trouver notre part, nous devons tirer l'épingle du jeu. Nous devons nous dire qu'est-ce que nous gagnons en allant à Paris. Mais aussi, pourquoi nous devons toujours être surpris de l'absence ou de la présence des autres. À Bruxelles, le président ne savait pas que Kagame serait là. Et cette fois-ci, nous allons en France, à Paris, Kagame n'est pas là, Museveni n'est pas là, Ndayishimiye n'est pas là. C'est là où notre diplomatie doit chercher à savoir quelles sont les raisons qu'ils n'évoqueraient pas, mais qui justifieraient leur absence. Merci. Ceci nous amènerait aussi à adapter nos relations bilatérales avec chacun de ces États. Merci beaucoup. Un mot sur la vie politique en République catholique du Congo. Est-ce qu'il y a lieu de parler d'une crise politique qui sévit chez nous? Si ce n'est pas le cas, quand est-ce qu'on parle d'une crise politique? Et ce n'est pas le cas, surtout dans le contexte actuel où on a l'impression que la crise sécuritaire risque d'être exacerbée par le fait et geste ou la crise politique avec la suspension et la dissolution en vue de certains partis politiques après le PPRD. Le parti de Setkikouni, LGD de Matata et celui de Théophile Mbemba ont été suspendus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de crise institutionnelle. Il y a crise politique quand il y a crise institutionnelle. Non, laissez-moi finir. Il n'y a pas de crise institutionnelle.
Mais il y a une crise politique. Dès l'instant où on procède à la suspension de partis politiques pour avoir assisté à une réunion tenue à l'extérieur, cela suppose que la cohabitation politique commence à poser problème. Ça prend un coup. Après un coup. Or, face à la crise sécuritaire qui nous guette, nous avons besoin d'un élément. C'est quel élément? La cohésion nationale. Qui dit cohésion nationale dit pour nous le fait pour les acteurs politiques de tous bords de taire leurs divergences et leurs différentes pour regarder dans une même direction afin de sauver l'État congolais qui est menacé. Parce qu'il faut toujours le rappeler, le Rwanda ne fait pas la guerre au régime du président Félix Tshisekedi, il fait la guerre au Congo. Et le Congo n'est pas le régime de l'Union sacrée, moins encore le Congo n'est pas l'opposition, le Congo n'est pas le pouvoir en place. Le Congo, c'est l'ensemble de ses fils et ses filles, présents, mais aussi futurs. Dans un tel climat, nous n'allons pas nous présenter dans une posture d'homme fort si en interne, nous avons du mal à régler certains différends. Est-ce qu'il était nécessaire de suspendre les activités de ces différents partis politiques? Surtout que pour quelques-uns, on les a écoutés après qu'ils soient rentrés. Sur quelle base légale on va suspendre ces différents partis politiques? Je ne suis pas pour cette réunion. Je ne connais pas le contenu de cette réunion. Qu'est-ce qui a été résolu? Je suivi comme tout le monde à la télévision. Mais si cela doit constituer une infraction pour que les partis politiques soient suspendus, je pense que nous risquons de vouloir une chose et son contraire à la fois. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de créer, de mettre en place un discours qui rassemble, mais aussi qui convainc, qui fait voir aux uns et aux autres qu'il y a péril en la demeure. Ce qui fait voir aux uns et aux autres que c'est notre survie en tant qu'État qui est menacée. Faites de votre mieux pour ne pas être du mauvais côté de l'histoire. C'est quoi le bon côté de l'histoire? Le bon côté de l'histoire, c'est la survie de la République. C'est le salut de la République. Et pour cela, il faudrait que tous regardent dans une même direction. Je pense qu'il y a lieu de changer avec ces différents acteurs, surtout pour ceux qui sont à Kinshasa. S'il y a des sommations à faire ces sommations sans forcément aller dans le sens. Pourquoi? Parce que nous savons comment est-ce que l'UDPS est devenue forte dans ce pays. Si l'UDPS n'avait pas subi autant d'humiliation, d'injustice par le régime du maréchal Mobutu, l'UDPS ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La force de l'UDPS, ce sont les cicatrices. La force de l'UDPS, ce sont les blessures et le fait Étienne Tshisekedi. Heureuse mémoire a rendu forte la force de l'UDPS, ce sont les relégations. C'est comme ça que quand Fachi arrive au pouvoir, il a le malheur de représenter l'espoir. Je dis bien le malheur parce qu'on ne le cote pas aujourd'hui parce qu'il est simplement président de la République. On le cote parce qu'il est fils de Tshisekedi et membre de l'UDPS qui a fait 37 ans, qui a lutté pendant 37 ans. Voyez-vous? Donc, il ne faudrait pas que l'UDPS fabrique d'autres monstres. Est-ce maintenant qu'il faut parler de la crise politique ou elle a bien eu lieu? Non, nous avons toujours été dans la crise. Le fait d'avoir organisé différentes élections n'a pas mis fin à la crise dès lors qu'il y a eu des contestations à gauche et à droite. Okay? Dès lors qu'on a déploré la corruption qui a caractérisé l'élection de certains sénateurs et même gouverneurs, c'est la crise. La crise politique n'est pas seulement la crise entre acteurs politiques. C'est toute crise qui réduit la crédibilité des institutions, soit parce que
leurs fonctionnalités laissent à désirer, soit la façon dont les acteurs sont à la tête de ces institutions n'ont pas été faites dans le respect des lois, mais aussi de la morale. Est-ce que ces suspensions ne se justifient pas dans la mesure où la plateforme Sauvons la RDC qui a vu le jour à Nairobi a à l'unanimité décidé de placer à sa tête Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, accusé de collusion avec l'AFC M23, et quand les opposants y participent à cette réunion, ça laisse craindre et ça fait que le gouvernement congolais ou l'État mettent soit à leur trousse. Est-ce que ça ne se justifie pas? Et surtout, son annonce l'annonce de son retour au pays, le gouvernement de Kabila, dès qu'il met ses pieds ici, mais il est condamné à mort. Il sera cravaté. Il est condamné à mort. S'il revient ici, on va l'arrêter. Puisqu'il est condamné à mort. Je ne vois pas un État sérieux, vous condamnez quelqu'un à mort, il débarque, il sent l'aéroport, ou bien il entre je ne sais par où. Vous savez qu'il est à tel endroit, vous n'allez pas l'arrêter. Est-ce que tout ça, ça ne nous donne pas un cocktail d'événements? Ce qu'il faut faire... En 30 secondes. Un adversaire que vous ignorez finit par s'essouffler. Un adversaire que vous cherchez à brider, à museler, à attaquer, à humilier à la longueur de la journée. Vous êtes en train d'engendrer un monstre. Et le monstre ne se gère pas. Voilà. Allez, merci beaucoup pour cette sagesse. Merci. Docteur Silas Mimile Makangou. Le seul rendez-vous que nous devons prendre, c'est celui du 5 novembre, je le rappelle, au Pullman Hotel, pour le double vernissage. Les deux ouvrages, les chefs ouvrages de référence sur le fondamental d'un leadership stratégique et la RDC entre impuissance et déni des puissances. Les deux ouvrages seront portés sur le fond Bastimon et vous pouvez bien entrer en contact avec nous pour d'amples détails. Consommer l'émission avec beaucoup de délectation et nous vous faisons rendez-vous à très très vite. C'est le dernier numéro qui met fin à cette semaine et même à ce mois. Excellent début de mois de novembre 2025. Tout à l'heure, mesdames, tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.